et après, lorsqu'on avance au niveau de la formation, on va utiliser d'autres outils. Mais pour le moment, Packet Tracer, ça va vous suffire. C'est-à-dire, c'est juste avec Packet Tracer que vous pouvez travailler et vous pouvez faire la formation CCNA 1, 2 et 3. D'accord? euh, Packet Tracer, c'est un outil de quoi? C'est un outil de ce qu'on appelle de simulation. Qu'est-ce que ça veut dire simulation? C'est-à-dire, à travers cet outil-là, vous arrivez à simuler des réseaux. Prenons un exemple. Ici, vous avez une page blanche et vous avez tout bas à gauche un ensemble de familles d'icônes. Si vous cliquez sur la première icône de notre information, je vais vous donner tous les liens pour télécharger ces outils-là. Donc, essayez de suivre. Et si vous avez des questions, envoyez-moi par message au niveau de la conversation. D'accord? J'envoie un message maintenant au niveau de chat. Et pour voir si vous avez des questions, envoyez-moi sur ce chat-là. OK, comme j'ai dit, ici, j'en ai Packet Tracer qui est déjà installé sur ma machine et je vais essayer aujourd'hui de donner des idées générales. Quel est l'objectif de CCNA 1? Avec un petit lab qu'on va résumer dedans le contenu de la formation CCNA 1. Une formation qui peut durer un mois et elle peut durer aussi 2 heures. Regardez bien. Elle peut durer un mois et elle peut durer 2 heures. Essayons de regarder comment je peux, soi-disant, expliquer la formation Cisco CCNA 1 dans moins de 2 heures. D'accord? Ici, comme on a dit, vous avez Network Devices, c'est-à-dire les équipements réseau. Vous allez avoir ici la liste des équipements réseau que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser. Vous avez des routeurs à gauche ici, vous avez des switches, vous avez des hubs, vous avez des équipements sans fil, vous avez des équipements de sécurité ASA, vous avez donc des émulateurs de réseau WAN. Si vous êtes déjà dans un cadre de n'importe quel réseau, OK, prenez un réseau disons, de banque, OK, un réseau simple. Qu'est-ce que vous avez au niveau du réseau de banque? Vous avez un switch, OK? Avant même d'avoir le switch, supprimez les switches déjà, OK? Qu'est-ce que vous voyez déjà lorsque vous étiez une agence ou bien un réseau de banque? Vous voyez donc le personnel qui est en train d'utiliser un PC, OK? Chaque personne, elle utilise un PC devant. Et ce PC-là, vous passez avec la personne, vous lui dites, je vais, soi-disant, envoyer de l'argent. Il va prendre donc la note ou bien la feuille que vous avez déjà préparée et avec toutes les coordonnées de l'argent que vous allez envoyer et il va se connecter à son PC pour accéder à une application et faire cette opération-là. Donc, le PC, c'est un terminal, c'est-à-dire à travers le PC, l'agent de la banque, il peut communiquer avec d'autres serveurs. On parle ici des PC, de terminaux, et on parle aussi de serveurs. Et là, c'est ce qu'on appelle les serveurs. OK? Disons que le serveur qui contient l'application que l'agent utilise, il est dans le même endroit, c'est-à-dire il est dans le même local de l'agence bancaire. Maintenant, pour que la personne, l'agent, peut accéder à l'application qui est déjà au niveau du serveur, il faut avoir une connectivité physique. Une connectivité physique. Et pour assurer ça, on a besoin d'interconnecter l'ensemble. C'est-à-dire, ici, au niveau de ce schéma-là, on a besoin d'un équipement qui permet d'interconnecter l'ensemble des équipements. Quel est l'équipement qu'on peut utiliser? C'est un switch. Simplement, c'est un switch. On peut juste regarder dans cette famille-là des équipements réseau, dans la famille des switches, et on peut juste ajouter un switch à ce niveau-là. D'accord? Si vous avez des questions, comme je vous avais dit, donc essayez de
les poser, OK, par chat. Merci. OK, je continue. Ici, le switch, il est en place pour faire quoi? Pour interconnecter les PC soi-disant des agents donc, dans la banque et le serveur d'application. Et pour interconnecter maintenant le PC avec le switch, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un câblage. Et dans ce cas-là, on a besoin de ce qu'on appelle les câbles réseau RJ45. D'accord? Pour dire qu'on va utiliser un câble réseau RJ45, on va utiliser ce câble-là, ce qu'on appelle le câble droit. Le câble droit. D'accord? Donc maintenant, pour ce schéma-là, on a besoin d'interconnecter, d'utiliser un câble d'ici, de le câbler avec le PC sur l'interface réseau de PC et de connecter ça sur un port de switch. D'accord? N'importe quel port de switch autre que le port console, parce que ce n'est pas un port réseau, c'est un port de gestion. D'accord? On utilise tous les autres ports, ce qu'on appelle Fast Ethernet ou bien Gigabyte Ethernet. N'importe quel port peut faire l'affaire. Donc, on va connecter ici. On va prendre un autre câble pour connecter le deuxième PC sur le port Fast Ethernet et le connecter sur un autre port sur le switch. Ça peut être n'importe quel autre port. Aussi bien un autre câble pour connecter le troisième PC avec, disons le switch. Maintenant, pour interconnecter les PC avec le serveur, il faut que le serveur déjà se connecte. Il faut que les personnes se connectent, ou bien il faut connecter aussi le serveur pour qu'il sera dans le même réseau que l'ensemble des PC ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un câble et on connecte ici le port, n'importe quel port au niveau de switch, et réellement, on connecte le serveur. Très bien, on a fait un réseau. C'est simple. Pour créer un réseau, il suffit d'avoir des équipements terminaux qui seront réellement des PC, ou bien des imprimantes, ou bien des caméras de surveillance, n'importe quel équipement qui a donc une carte réseau IP et connecter l'ensemble à travers un équipement d'interconnexion à ce niveau-là. Le switch, c'est celui qui va interconnecter l'ensemble des PC ici. La connexion physique, elle a été établie. Maintenant, au niveau de ce PC-là, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de utiliser une application web au niveau de son bureau pour se connecter au serveur ici. Maintenant, pour se connecter à un serveur, réellement, qu'est-ce qu'on fait si vous allez vous connecter à n'importe quel autre site? Vous allez taper, soi-disant, www.mabanque.com. Il va taper le nom de site d'application. Il va, OK. Mais réellement, pourquoi j'arrive pas à me connecter à ce serveur-là? Pourquoi j'arrive pas à trouver quelque chose qui m'indique que je suis bien connecté à ce serveur-là? Très bien, parce que réellement, qu'est-ce qui manque ici? C'est l'adressage IP. L'adressage IP. Un élément parmi les éléments qu'on doit maîtriser aussi, c'est comment gérer l'adressage IP. Maintenant, je vous donne l'information telle qu'elle est, parce qu'après, on va comprendre pourquoi. OK? Soi-disant, vous allez tout d'abord dire que tous ces équipements ce sont dans le même réseau. Pour dire que tous ces équipements sont dans le même réseau, vous avez ici le choix de attribuer une adresse réseau. Donc, vous allez attribuer une adresse, quoi? Adresse réseau. Très bien. Maintenant, l'adresse réseau qu'on va choisir, elle peut être, vous avez ici, 10.0.0.0./8. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. 172.16.0.0/16. Ça peut être aussi comme ça. 172.17.0.0/16. Ça peut être aussi, si vous avez compris, 172.31
.0.0 slash 16. D'accord? Donc, ça peut être 10.0.0, comme ça. D'accord? Ou bien une adresse entre 172.16.0.0 slash 16 et 172.31.0.0 slash 16, c'est-à-dire .16, .17, .18 et ainsi de suite. D'accord? Tout cet ensemble-là. Ou bien une adresse, je vais mettre ça ici, à gauche, ou bien une adresse qui peut être entre 192 168, je pense qu'il y en a toujours, il y en a beaucoup de vous qui a utilisé quelque chose qui commence comme ça, 192 168.0.0 slash 24, 192 168.1.0 slash 24, ok, 192 168.2.0 slash 24 et ainsi de suite jusqu'à 192 168.255.0 slash 24. Vous allez me dire, c'est une adresse. Pour le moment, on va s'intéresser seulement, ok, donc celle-là, je vais juste mettre ça ici. Pour le moment, ce qui nous intéresse, ok, c'est choisir une adresse réseau. Par la suite, on va comprendre comment choisir déjà et quelles sont les adresses IP, comment on va travailler avec chaque adresse. Mais pour le moment, on va choisir une adresse parmi ces adresses-là que je viens de citer. D'accord? Donc, disons, quelle adresse vous voulez qu'on travaille? On travaille sur quelque chose que vous comprenez déjà. Disons, on va travailler sur cette adresse. Si je prends cette adresse-là comme étant adresse réseau, donc je vais prendre celle-là et je vais dire que mon réseau ici, adresse réseau que je vais choisir, adresse réseau, c'est quoi? C'est 192.168.1.0. D'accord? C'est ça l'adresse du réseau. C'est-à-dire, tous les équipements qui vont être installés et câblés ici, ils doivent utiliser une adresse qui appartient à ce réseau-là. Le réseau, c'est l'ensemble, c'est en fait que tout cet ensemble d'équipements, ils peuvent échanger, ok, entre eux, ils peuvent échanger des données entre eux sans avoir besoin d'autre chose qu'un simple switch, un simple commutateur. Ok. Après avoir choisi le réseau, ok, celle-là, c'est un adresse réseau IPv4. IPv4. Pourquoi IPv4? Parce que simplement, l'adresse IP qu'on utilise, elle contient 4 champs. 1, 2, 3, 4. C'est clair? Maintenant, chaque champ ici, le 192, c'est comme si une valeur comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si une valeur x.x.x, d'accord? x.x.x slash y. Disons, ok? Et ici, je peux dire ce qu'est slash n pour moi. OK? x.x.x.x slash n. Ce x-là, ça peut être une valeur entre 0 et 255. Impossible de trouver une adresse IPv4 qui dépasse la 255. Donc, x, c'est une valeur qui est compris entre 0 et 255. Vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas avoir une adresse IP qui contient la valeur 300? Parce que simplement X, et celle-là, ok, elle s'écrit en tant qu'ensemble de 8 bits. 8 bits, qui peut être 8 0 ou bien 7 0 1 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Ok. X, ça peut être tout égal à
égale à 1. OK? X, c'est une valeur, tout égale à 1. D'accord? Donc, ici, je vois, OK, très bien. J'agrandis un peu pour que vous voyez les choses correctement. Comme ça va? Très bien. Donc, X, c'est une valeur qui peut être tout est égal à 0 ou bien jusqu'à la valeur tout égal à 1. Si tout égal à 0, je vais avoir, celle-là, c'est une représentation binaire. OK, c'est une représentation binaire. Si on va convertir ça en décimale, ça va être 0. Celle-là, si on va convertir en décimale, ça va être 1. Et celle-là, si on convertit en décimale, ça va être 255. Donc, c'est bien, on compris bien pourquoi on ne peut pas avoir des valeurs dans une adresse IPv4 qui ne dépassent pas le 255. Parce qu'avec 8 bits, je ne peux pas écrire une valeur qui dépasse la 255. C'est clair? Maintenant, puisqu'on a choisi notre adresse réseau, qu'est-ce qu'on a dit par après? On va maintenant attribuer pour chaque équipement une adresse IP. Donc, l'ensemble, on doit choisir une adresse réseau, mais pour chaque périphérique, on doit utiliser une adresse IP. D'accord? Et on peut parler d'une adresse hôte IP. Adresse hôte IP. D'accord? Ou bien adresse machine IP. D'accord? Maintenant, comme on a dit, on a compris le X. On a dit X, c'est une valeur. Mais c'est quoi le N ici? Le N. Le N qui est dans ce cas-là est égal à 24. Ah, d'accord. N est égal à 24. Essayons d'avoir une idée sur quoi le N. Le N, c'est dans notre cas, est égal à 24. C'est-à-dire slash N. Dans notre cas, c'est slash combien? Slash 24. Si je prends maintenant une adresse réseau, si je dis bien que chaque chiffre ici, ça s'écrit sur 8 bits. Donc, une adresse IPv4, combien de bits j'en ai besoin pour créer une adresse IPv4? Donc, 8 bits pour chaque chiffre. Donc, 8 plus 8 plus 8 plus 8. Donc, je vais avoir 32 bits. Donc, 32 bits. Une adresse IPv4, adresse IPv4, ça s'écrit sur 32 bits. D'accord? Une adresse IPv4, ça s'écrit sur 32 bits. OK? Maintenant, le slash 24, ça veut dire que vous allez essayer d'écrire une valeur dont tous les 24, les premiers 24 bits devront être à 1. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de voir. C'est-à-dire, si je vais écrire une adresse IPv4, je vais écrire les 24 premiers bits à 1. Donc, je vais créer le premier 8 bits à 1. D'accord? Je vais essayer de copier ça. D'accord? 8 bits à 1, 8 bits à 1, point 8 bits à 1, point 8 bits à 0. D'accord? Donc, slash 24, ça veut dire, vous allez écrire une adresse IP, ici comme ça, OK, dont les premiers 24 bits à 1. Si je compte 8 plus 8 plus 8, ça va être 24. Si je transforme ça sous forme décimale, ça va être, comme on a vu tout à l'heure, 255.255.255.0. 255.255.255.0. C'est simplement, on a converti une séquence binaire en une séquence décimale. Maintenant, pourquoi on a ajouté à cette adresse réseau cette valeur slash 24? Slash 24, on va l'appeler le masque du réseau. Le masque du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire le masque du réseau? C'est-à-dire, si vous allez regarder celle-là, vous allez identifier quels sont les chiffres qui vont représenter la partie réseau. OK? Donc, on va essayer de donner un exemple pour comprendre mieux l'idée de masque du réseau. Disons, on est maintenant dans une réunion, OK?
Il y en a donc des personnes qui sont de la Tunisie. Bon, si je prends son numéro de téléphone, je vais essayer de voir par rapport au code international, je vais trouver que le code international de la Tunisie, c'est 216. Si je prends un autre code, disons le 212, d'accord? Et je vais essayer de voir le 212, il appartient à quel pays? 212, c'est ou bien 243, ou bien 80, d'accord? Donc, toutes ces valeurs-là, donc, ils vont identifier ce qu'on appelle l'indicatif ou bien le préfixe téléphonique. 212, ça veut dire le Maroc, d'accord? 243. 243, ça identifie quel pays? Ça identifie la Congo. 241, Gabon, et ainsi de suite. Donc, à travers les premiers trois chiffres de chaque numéro téléphonique écrit sous sa forme complète, c'est-à-dire le préfixe téléphonique international avec le numéro de téléphone de la personne. Qu'est-ce qu'on a réellement, comment on a procédé pour avoir une idée sur quel pays il appartient ce numéro? On a juste se focaliser sur la première partie du préfixe du numéro de téléphone. C'est ça l'idée. Donc, à travers cette méthode-là, on a trouvé à quel pays appartient le numéro téléphonique. Dans le réseau, on va faire la même chose pour savoir quelle est la partie qu'on va utiliser pour identifier le réseau. On va utiliser ce qu'on appelle le masque de ce réseau. C'est simplement dit, on va essayer de voir la partie, si je mets ici, 192.168.1.0, je supprime celle-là, d'accord? Donc, point 1.0, ok? Donc, je vais regarder la partie qui contient ici des 1. Quelle est la valeur ici qui est dans le même endroit, ici, donc à gauche, je commence à gauche. La première valeur qui est 192, elle est tout à 1. Donc, je vais la considérer comme étant partie réseau. La 168 aussi à tout à 1. Donc, je vais la considérer comme étant partie réseau. Aussi bien, la dernière valeur qui est 1, la partie correspondante ici, c'est tout à 1. Donc, je vais considérer ça comme étant la partie réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ça veut dire, si vous allez attribuer après des adresses IP pour chaque périphérique, tous les périphériques doivent commencer par cette séquence-là. Cette séquence-là. D'accord? Qui est 192.168.1. C'est-à-dire ici, ce PC-là, il appartient au réseau 192.168.1.0. Donc, une adresse IP qui doit être attribuée à ce périphérique-là, elle doit commencer automatiquement par 192.168.1. Et point, on va voir par la suite, point quoi. Donc, celle-là, il doit commencer par 192.168.1. Aussi bien, celle-là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que tous les périphériques qui sont dans ce réseau-là, ils doivent commencer par cette séquence de chiffres qu'on a choisi après avoir sélectionné notre adresse réseau. On a choisi l'adresse réseau qui est 192.168.1.0/24. À travers la valeur de stage 24 ici, on a identifié quelle est la partie qu'on doit fixer sur tous les périphériques de ce réseau-là. Il reste maintenant le dernier chiffre, puisque point 1, pas quelque chose. Ce dernier chiffre ici, ok, on peut le mettre partie haute, ou bien partie, disons partie haute. Elle peut avoir une valeur, comme on a dit, entre 0 et 255, puisque c'est déjà le dernier chiffre ici. OK? Donc, la partie haute, elle peut avoir une valeur entre 0 et 255. Regardons maintenant. Pour attribuer une adresse IP à chaque périphérique,
on a le choix d'utiliser le dernier chiffre ici, une valeur entre 0 et 255. Mais à condition que je dois éliminer la première valeur et la dernière valeur. Ce qui veut dire que je vais utiliser toute autre valeur, OK, dans l'intervalle entre 0 et 255, mais les valeurs 0 et 255 ne sont pas inclus. Donc, je peux avoir ici point 1. OK. Je peux avoir, disons ici, point 50. C'est une valeur entre 0 et 255. Je peux avoir ici une autre valeur, point 125. OK. Ici, je peux avoir l'adresse, la valeur 148. D'accord? C'est un choix. Toutes les valeurs sont justes. Il n'y a pas une valeur que vous ne devez pas utiliser. C'est votre choix. Il suffit juste de respecter la règle. Quelle est la règle ici? N'utilisez pas la première valeur possible et la dernière valeur. Pourquoi la première et la dernière? C'est simplement parce que la première valeur ici, si vous voyez point 0, si vous utilisez point 0, on a utilisé le 0, c'est lorsqu'on a parlé de l'adresse réseau. Donc le 0, ça existe ici. D'accord? Le 0, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas dire à ce PC-là que vous aurez adresse IP 192.168.1.0 parce que le point 0, c'est pour identifier notre adresse réseau. Et le 255, pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'elle a une utilisation particulière. Cette utilisation, c'est quoi? C'est le fait que je peux, soi-disant, avec cette adresse, envoyer un message à tout le monde. Avec l'adresse IP 192.168.1.255. Donc, on va essayer de mettre ça ici. Donc, on a adresse réseau qu'on ne va pas utiliser, qui est 192.168.1.0. Et on a aussi adresse diffusion qu'on ne peut pas aussi attribuer, qui est la dernière adresse dans ce réseau-là, qui est 192.168.1.255. D'accord? Donc, toutes les autres adresses entre ces deux adresses-là, donc, ce sont des adresses machines que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc, adresse machine que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire la valeur entre 0 et 255, c'est-à-dire entre 1 et 254. Très bien. Donc, vous voyez que ce qu'on a fait, c'est on a commencé méthodiquement par choisir une adresse réseau, qui est notre adresse 192.168.1.0, et par la suite, on a fait l'attribution des adresses IP pour chaque périphérique. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est de configurer ça sur les machines. Mais une adresse IP simple ne suffit pas. Il faut toujours mentionner quel est le masque. C'est ça le masque. Il faut toujours mentionner quel est le masque que vous avez utilisé pour différencier la partie réseau et la partie hôte. Et pour cela, on va juste, pour chaque adresse IP qu'on va mentionner ici, on doit ajouter aussi quoi? On va ajouter l'adresse du réseau. D'accord? L'adresse du réseau. C'est comme ça. Et aussi bien pour la dernière machine, l'adresse du réseau avec le masque. Ou bien l'adresse IP avec le masque. Bien, tout est clair, tout est bien maintenant identifié. On va maintenant commencer la configuration. D'accord? Vous allez voir ça sur Packet Tracer maintenant. Mais la prochaine session, on va travailler ça sur une machine Windows. Et vous allez comprendre que c'est la même chose. On va utiliser un autre outil, OK, pour répéter le même atelier, mais avec des équipements plus réalistes. Maintenant, essayez de se focaliser sur le concept. La première chose, on a dit qu'il faut avoir des équipements qui sont interconnectés entre eux avec un équipement qui est peut-être le switch, ce qu'on appelle le switch, c'est son rôle principal d'interconnecter l'ensemble. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de choisir une adresse réseau et après, à partir de l'adresse réseau, vous pouvez attribuer des adresses IP, des adresses machine
D'accord? Pour chaque équipement interconnecté ici. Et après, donc, l'étape 3, c'est de configurer l'ensemble des terminaux ici. Donc, avec Packet Tracer, c'est simple. Donc, juste vous cliquez sur l'icône de PC, vous allez vers la partie desktop. Donc, vous allez sur la partie desktop et vous cliquez la partie ici IP Configuration, comme si vous allez configurer les paramètres IP. OK, vous cliquez dedans. Il va vous donner un champ. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous allez voir IPv4 address, c'est ça l'adresse. Et le subnet mask, c'est le masque de sous-réseau. Il appelle ici de sous-réseau. Après, on va voir quelle est la différence entre réseau et sous-réseau. Pour le moment, on va appeler, c'est une adresse, OK, réseau, et ça là, c'est le masque de réseau. D'accord? Simplement, on va taper pour le PC2, OK, celle-là, on va attribuer l'adresse IP 1.1. Donc, on va écrire ici 192.168.1.1. Regardez, juste je vais me déplacer vers le deuxième champ pour le remplir. Et vous allez remarquer que ça a été rempli automatiquement. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de normalisé. Automatiquement, ils savent bien pour ce qu'on appelle les adresses qui commencent par 192.168, le masque, il doit être /24 comme ça. OK? Donc, ça là, on va l'expliquer au fur et à mesure lorsqu'on avance dans la formation. Mais pour le moment, c'est bien, on a compris qu'une adresse IP qu'on va taper ici, automatiquement le masque, comme on a déjà calculé tout à l'heure ici, qui est celle-là, ça a été écrit automatiquement parce que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de normalisé. Donc, dans tout le monde, c'est comme ça. Ce qu'on appelle les adresses réseau de classe C. C'est ça ce qu'on appelle le masque par défaut. D'accord? Donc, si vous allez vers le deuxième PC, desktop, IP configuration, et vous allez configurer l'adresse IP, vous allez écrire 192.1.50. Vous allez juste vous déplacer sur la deuxième icône, ou bien la deuxième champ, ça va être rempli automatiquement. Vous avez bien compris qu'on va répéter la même chose maintenant pour les autres équipements. IP configuration, et on va aller vers la partie champ adresse IPv4, et on va taper notre adresse IP, adresse hôte, qui a été attribuée à cette machine-là, qui est le 1.125, et juste vous déplacer sur le deuxième champ et fermer la fenêtre et ça va être configuré. Pour un serveur, c'est la même chose. La différence entre un serveur et un PC ordinateur, donc dans la partie configuration, il n'y a pas de différence. Donc vous allez toujours vers la partie desktop, IP configuration, et vous tapez l'adresse IP que vous avez déjà choisi. D'accord? 192.168.1.148. Et vous cliquez ici, et très bien, vous avez maintenant configuré l'ensemble des terminaux, et l'ensemble maintenant, il a son propre adresse IP. Revenons en arrière un peu. Pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'on a dit au début que l'objectif ici, c'est qu'il y en a un agent ici qui se connecte à cette machine-là. Il veut accéder à une application qui est installée à ce serveur-là. Et pour le faire, il doit aller ici, il doit taper, disons, une adresse de l'application www.mabanque.com. Go. J'arrive pas à trouver réellement l'application qui se trouve ici. Ah, d'accord. Donc, il faut déjà que vous installez l'application sur cette machine-là. C'est un serveur et c'est ça son rôle, c'est de servir. Il faut que vous devez, donc, au début, installer une application, installer un service à ce niveau-là, OK, et le configurer. D'accord. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller vers ce serveur-là. OK, ça peut être un serveur Windows ou bien Linux, OK, et vous allez juste configurer un service. Avec Packet Tracer, c'est simple de le faire. Et avec un Windows ou bien un Linux, vous aurez donc d'autres étapes à faire. Télécharger l'application, à l'installer, la paramétrer, d'accord, et après accéder. Ici, c'est si on veut accéder à un service web,
C'est simple. Donc, juste on va cliquer sur le serveur, comme on a fait ici. Donc, cliquez sur le serveur, allez vers la partie service, cherchez le service que vous avez besoin parce qu'on est en train d'apprendre. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas réellement comment vous allez déployer vos applications, mais comment vous allez essayer de comprendre comment ça se fait la communication. C'est ça l'objectif. D'accord? Donc, on va chercher notre service. Notre application, elle est installée sur un service web qui utilise HTTP ou bien HTTPS comme protocole d'application, protocole applicatif. Et on va essayer de développer cette idée-là au fur et à mesure. Et vous avez, soi-disant, installé au niveau de ce serveur-là un site web applicatif dont cette page-là indexe qui est la page d'accueil. Donc, si vous cliquez ici au niveau de la partie Edit, il vous donne ici le code HTML de la page d'accueil. On peut écrire quelque chose ici pour, soi-disant, avoir une idée qu'on est bien, d'accord, sur la page web de notre serveur personnel. Soi-disant, on va écrire la date d'aujourd'hui, d'accord, 2023, OK, 02, 21, OK, formation, OK, Cisco, OK, pour les agents, OK, pour les agents, et disons que ici, on va écrire site website, disons, website de transaction, OK, transaction. D'accord? Et on va enregistrer ça. Donc, save, enregistrer. Maintenant, on a la première étape, c'est quoi? On a paramétré notre application, comme si on a déjà préparé l'application web ici, à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne ici encore et on va essayer ma banque. Mais ça n'a pas passé. Ça ne passe pas toujours. Ah, OK. Mais qui me dit que cette chaîne de caractères que j'écris ici, qui est ma banque, www.mabanque.com, ça va être envoyé à ce niveau, à ce serveur-là? Ah, d'accord. Donc, j'en ai besoin ici de quelque chose qui va essayer de faire la liaison entre quoi? Entre un nom que j'écris au niveau de mon navigateur et quoi? Et un serveur qui contient l'application. Ah, d'accord. Donc, à ce niveau-là, on a besoin d'activer un autre service. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'on peut activer plusieurs services sur le même serveur. Ou bien, on peut ajouter un autre serveur. D'accord? Pour que vous compreniez l'idée, disons, on va ajouter un autre serveur. C'est-à-dire, ici, on va dire que le premier serveur, c'est quoi? C'est le serveur web. C'est notre serveur web qui contient notre application. Et celle-là, on va l'appeler serveur DNS. Pourquoi je l'appelle DNS? Parce qu'on va activer sur ce serveur-là un service qui va essayer de transformer cette chaîne de caractères à une adresse IP qui va pointer sur notre serveur web. Ah, très bien. Donc, on a ajouté un nouveau serveur. On a besoin d'un autre câble. Oui, donc pour interconnecter le serveur avec le switch, et comme ça, il va rejoindre notre réseau. Puisqu'il est ajouté à notre réseau, il doit avoir encore une adresse IP. On doit donc ajouter une adresse IP à attribuer une adresse IP à ce serveur-là. L'adresse IP, elle doit être unique. Donc, on ne peut pas utiliser une adresse IP qu'on a déjà affectée. Donc, disons qu'on va utiliser l'adresse IP.200 qui n'est pas utilisée par d'autres périphériques. Très bien. Et on va configurer cette adresse IP au niveau de ce serveur-là. Donc, on clique sur l'icône. On va aller vers la partie desktop, IP configuration, et on va juste écrire l'adresse IP qu'on a choisie qui est 192.168.1.200. Et on clique ici à ce niveau-là, comme tout à l'heure, le masque s'ajoute automatiquement. On s'intéresse maintenant à autre chose, autre que d'expliquer le masque. Donc, on va le voir en détail après. Très bien. Maintenant, le serveur, il a été ajouté, il a été paramétré. Donc, il a une adresse IP qui permet d'être connecté sur le réseau là. Et au niveau de ce serveur-là, on va activer un service. Qui est le service? C'est quoi le service ici qu'on va appeler
qu'on va activer, c'est le service DNS. Simplement, DNS, c'est un service, comme on a dit, qui va essayer de faire cette opération. On a besoin de quoi? De transformer ce nom, copier, je vais copier le nom lui-même, transformer ce nom-là, je vais paramétrer cette opération au niveau de ce serveur DNS. Donc, je vais lui dire transformer lorsque quelqu'un vous pose la question pour comment je peux arriver à cette chaîne de caractères qui est le nom de domaine, le nom de serveur web ici. Donc, redirigez-le, dis-le que l'adresse IP où se trouve l'application que vous cherchez, c'est 192.168.1.148, qui est l'adresse IP de qui? L'adresse IP du serveur web. Et on va lui dire ajouter. C'est simplement ça. Le service, il est activé. Soi-disant, la translation, la résolution de nom, OK, ça a été mis en tant qu'enregistrement et record en enregistrement qui contient un nom et une adresse IP correspondante. D'accord? Maintenant, ce qui reste, c'est que cette machine-là, elle doit avoir une idée si elle a un nom à résoudre, à qui elle doit envoyer sa requête. C'est pour cela, au niveau de paramétrage, ici, donc je vais copier cette information-là après. OK. Au niveau de paramétrage de l'adresse IP, on a quelque chose qui s'appelle DNS Server. Ah, d'accord. Cette information-là, ça revient à spécifier l'adresse IP du serveur qui peut me répondre lorsque je n'ai besoin de transformer une chaîne de caractères en une adresse IPv4. D'accord? Et dans ce cas-là, si vous avez bien compris, on va mettre l'adresse IP du serveur DNS qui est le 1.200 dans ce champ-là pour que cette machine puisse résoudre le nom de domaine qui est www.mabanque.com. Donc ici, j'écris 192.168.1.combien.200. Très bien. Tout est bien. On ferme cette fenêtre-là. Et on va essayer de quoi faire? De ouvrir encore le navigateur dans la machine de PC, ici. Et on va réécrire notre chaîne de caractères qui identifie le site applicatif que le PC ou bien l'agent de ce PC-là veut y accéder. Et on fait Go. Et très bien, on a eu la bonne réponse, c'est que on a bien arrivé à se connecter et accéder à un service qui à ce niveau-là, qui est au niveau du serveur web. Ah, très bien. Maintenant, les autres PC, est-ce qu'ils peuvent avoir accès au même service? Oui. Simplement, on a besoin de faire quoi? Très bien. On a besoin de ajouter encore le paramètre du serveur DNS. Donc, 192.168.1.200 pour qu'il puisse accéder. Et on ferme cette fenêtre-là. On ouvre le navigateur de deuxième PC et on fait chercher la même application et on va y arriver. La même chose pour le PC2 qui est ici. On ajoute l'adresse du serveur DNS qui est 192.168.1.200 et on ferme cette petite fenêtre, on ouvre le navigateur et on écrit notre site applicatif et on fait Go pour accéder au site donc, de transaction. Très bien. On a vu que maintenant, c'est créer un réseau. Ce n'est pas assez compliqué. Il faut maîtriser quelques concepts qui sont reliés à l'adressage IPv4, à l'ensemble des services, OK, et comment configurer vos périphériques. Très bien. Avant de terminer, ou bien avant de continuer, si vous avez des questions, juste directement ouvrir le micro, posez votre question et fermez directement le micro pour qu'on puisse entendre la réponse. Je vais compter jusqu'à 5. S'il n'y a pas quelqu'un qui va parler, je vais avancer. 1. D'accord. Christopher, vas-y. Bonsoir, prof. Bonsoir. Oui, concernant le cours là, le cours est bien détaillé, mais j'ai une question à vous poser.
euh, concernant le GNS3. D'accord. On va y arriver, le GNS3. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, nous avons besoin des fichiers PDF pour lire? Pour lire le contenu de la formation. Oui, oui, les fichiers PDF et le cours aussi. J'en ai besoin, D'accord. s'il vous plaît. Excellent. D'accord. Donc, comment vous allez y accéder au cours et aux fichiers PDF et à l'ensemble des ressources qui sont dédiées pour cette formation-là? La première condition, vous devez suivre cette formation pendant 3 sessions successives. Après 3 sessions successives, donc, je prends votre email, je vous envoie par email tous les paramètres d'accès pour la plateforme Cisco et pour la plateforme It's Prologue qui contient tout le contenu du cours bien détaillé. Et après, vous pouvez donc continuer à suivre la formation. Je pense que c'est clair la règle. Donc, 3 sessions successives et vous aurez automatiquement l'accès à toutes les ressources de la formation. Mais vous devez toujours continuer à suivre cette formation-là. Ok, prof, ok. Bon, prof, j'ai une question là, s'il vous plaît. Je peux venir à l'autre là, je peux venir en D'accord. Tunisie. Et Merci. comme ça, on travaille ensemble. D'accord. Excellent. Excellent. Y a-t-il d'autres questions? 1, 2, 3, 4 et 5. OK, Balou? Habib, tu as une question, toi? Allô, Habib? Je pense qu'il est déconnecté. Ah, non, il est là, mais le micro n'est pas activé, hein. D'accord. D'accord. C'est Donc, si vous... écrit Gadiko Habib. Ah, d'accord. D'accord. Si vous avez des questions, juste envoyez-moi par message. Pour cela, je peux répondre au fur et à mesure. D'accord? Très bien. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un petit réseau. Et si j'arrive réellement à un peu conclure l'idée, c'est que juste un petit switch comme ça peut interconnecter l'ensemble de ces équipements-là. Mais pour regarder les choses en détail, vraiment, ce n'est pas simplement de interconnecter et configurer les épées. On va essayer de comprendre mieux. Parce que comprendre mieux vous donne la capacité de maîtriser. Maîtriser les choses, c'est de savoir comment ça a été mis en place, comment les choses circulent, et ainsi de suite. Regardons. Avec Packet Tracer, le génial ici, c'est que vous avez un autre mode en parallèle avec ce qu'on appelle le mode real-time. Vous avez un mode, ce qu'on appelle le mode simulation. Avec ce mode-là, simulation, vous pouvez voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Avec ce mode simulation, vous avez ici une liste de ce qu'on appelle des protocoles, des filtres de protocoles. Donc, ACL filter, ARP, BGP, Bluetooth, ainsi de suite. Donc, ce sont tous des protocoles. OK? Et à travers cet outil-là, on était au niveau de real time et on a passé au mode simulation pour avoir accès à cette interface-là qui s'ajoute à gauche. Quel est l'objectif ici? C'est pour regarder comment les choses se passent. Tout d'abord, je peux ne pas afficher aucun filtre, c'est-à-dire je peux, s'il y en a des choses qui circulent, je peux ne pas avoir donc aucun affichage ici. Ou bien je peux spécifier par Edit Filter et je choisis ici d'afficher 2 protocoles, 2 services qu'on a déjà développés ensemble, qui sont le service web et le service DNS. Je vais lui dire, pour Packet Tracer, affichez-moi, OK, s'il y en a des choses qui circulent, qui concernent le service web, le HTTP ou bien le HTTPS, et s'il y en a des choses qui circulent, qui concernent le service DNS. Ce sont ces 2 choses que je vais sélectionner. Je vais fermer. Vous allez remarquer ici que seulement on va afficher le trafic qui concerne le service DNS, HTTP ou bien HTTPS. Maintenant, si on retourne à cet agent et on va essayer de fermer celle-là, on va juste copier. On va essayer de fermer celle-là et ouvrir encore une fois. Et on va cliquer sur Go. Essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque un PC veut accéder à un service web, il a besoin tout d'abord de faire quoi? De
transformer le nom de domaine qui a été tapé au niveau de navigateur, d'accord, transformer ce nom de domaine en une adresse IP. C'est pour cela, vous voyez ici qu'il a créé, le PC, il a créé une requête DNS. Donc, je peux cliquer sur cette icône ici, DNS, pour avoir les détails sur qu'est-ce que contient ce message-là. Okay? Essayons tout d'abord juste de voir la structure. Cette requête DNS, elle va être envoyée à travers de PC à qui? C'est au serveur DNS, parce qu'on a déjà configuré au niveau de PC l'adresse du serveur DNS. Donc, le PC, il sait bien à qui il doit poser la question. Il va poser la question à cette machine-là. Donc, si je clique suivant, je vois qu'il y en a un message qui a passé du PC vers le switch. Et après, d'accord, à partir de switch, ce message-là, il va être envoyé vers qui? Vers le serveur DNS. OK, c'est bien. Le message a été envoyé de PC vers le switch et le switch, il a diffusé ou bien il a commuté, il a envoyé ce message-là vers le serveur DNS. Mais comment le switch, il a compris que le serveur DNS, il est à ce niveau-là? On n'a pas encore configuré le switch. Juste on l'a mis en place et il a compris qu'il en a ici un serveur DNS. Réellement, le switch, c'est un équipement qui a le minimum d'intelligence pour faire cette opération-là. D'accord? Le switch, c'est un switch de type Cisco à ce niveau-là. Mais tous les switches, n'importe quel switch de n'importe quel constructeur dans le monde, il va faire la même opération. Parce que les switches, qu'est-ce qu'ils ont? Ici, je vais essayer juste de me connecter ici juste pour vous apparaître les choses correctement. OK? Ce que je vais taper maintenant, vous allez le voir après en détail. Mais juste maintenant pour que vous compreniez comment le switch, il a déjà fait cette opération. C'est-à-dire, il a reçu un message sur un port, qui est le port F09. Il a envoyé ce message-là sur le port F014. Donc, au niveau de ce switch, je vais juste taper une commande. OK? Celle-là. OK? Très bien. Regardez, ce switch-là, OK, qu'est-ce qu'il connaît? OK, donc il a ce qu'on appelle une table d'adresse MAC. Cette table-là, ça lui permet de faire la fonction principale, c'est-à-dire recevoir un trafic d'un port et le transmettre sur un autre port. OK, regardons maintenant. Ce PC, OK, avec l'adresse IP 1. Je vais juste fermer un micro, OK. Donc, si vous avez donc des questions, juste envoyez-moi un message, OK? Pour que je vous entende. Maintenant, comme je vous avais dit, à travers cette table-là, le switch arrive à faire la commutation. Ce port-là, qui est le F09, vous voyez, est-ce qu'on a F09 ici? Oui. Mais ici, au niveau de switch, on remarque que ce n'est pas tous les ports qui sont déjà listés, mais seulement les ports qui sont actifs et même, OK, seulement les ports, OK, dont on va voir après que ceux on a déjà de trafic qui passe à travers. Mais pour le moment, on va dire que seulement les ports qui sont actifs ici, ils sont déjà listés. On ne trouve pas le F03 parce qu'il est fermé, il n'est pas utilisé. On ne trouve pas le F04. D'accord? Bien. Cette table-là, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient deux informations essentielles qu'on doit savoir comment ils ont été récupérés. Tout d'abord, une adresse, ici, ce qu'on appelle adresse MAC. Elle a été appelée comme ça. OK? Medium Access Content, OK? Ou bien Medium Access Control Address, OK? Cette adresse-là, elle est attribuée ou bien elle est associée à un numéro de port. Ce que je vais faire maintenant, ça va vous expliquer comment cette adresse elle a été remplie. Regardez ici. Je vais juste passer au mode real-time, passer au mode simulation, encore une fois. Je vais afficher encore la même table. Il n'y a pas de changement, d'accord? Et je vais redémarrer
le switch. Pour comprendre, on va redémarrer le switch. Donc, lorsque le switch redémarre, donc il va se fermer et démarrer. OK? Très bien. Maintenant, notre switch, il a été démarré. D'accord? Je fais la même chose. Enable. OK. Donc, OK, on s'en fout de commande maintenant. Donc, show MAC address table. Entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Rien. Lorsque le switch démarre déjà, cette table, elle est vide. Il n'y a rien dans cette table-là. Donc, cette table, elle va être remplie au fur et à mesure. Il n'y a pas réellement une configuration qu'on va le faire, mais le switch, il va apprendre lui-même chaque périphérique sur quel port il est accessible. Il est accessible, c'est ça. D'accord? Tout à l'heure, on a juste, allez ici, on a, OK, je vais fermer celle-là. Ou bien je vais juste redemander la même requête. OK? Regardez ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté? Non, pour le moment, non. D'accord? Je vais juste cliquer suivant. D'accord? Lorsque la requête a été envoyée au niveau de ce switch-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y en a une adresse qui a été ajoutée, OK, pour dire qu'il y en a un équipement terminal connecté à un port F09. D'accord? Cette adresse, c'est quoi cette adresse? C'est l'adresse de la carte réseau utilisée par le PC 0. Vérifions ensemble. Donc, si vous cliquez ici, OK, et si vous fermez celle-là et vous regardez avec la commande sur votre PC même, avec la commande ipconfig, OK, vous allez remarquer qu'il y en a une adresse OK, ipconfig/all, qu'il y en a une adresse, comme celle-là, regardez, qui est l'adresse physique de la carte réseau utilisée par le PC. Essayons de voir c'est quelle adresse. Donc, je vais copier ça. Donc, copier. Copier. Et je vais mettre ça ici. Très bien. Retournons à notre switch. Est-ce que c'est la même adresse ou non? Oui, c'est la même adresse qui a été récupérée. Donc, lorsque le PC il a envoyé sa requête, le switch il a compris qu'il y en a un PC qui est connecté avec l'adresse Mac, celle-là. Maintenant, ce message qui a été envoyé par le PC, il contient 4 informations essentielles. La première information, c'est son adresse physique, qui est celle-là. OK. La deuxième information, c'est son adresse IP, qui est celle-là. La troisième information, c'est l'adresse physique du serveur DNS. Et la quatrième, c'est l'adresse IP du serveur DNS. Une question. Parmi cet ensemble d'informations que j'ai cité maintenant, donc l'adresse physique du PC, l'adresse IP du serveur, du PC, l'adresse physique du serveur et l'adresse IP du serveur. Quelle est l'information que vous pensez que le PC ici n'a pas encore? Il a besoin de la récupérer. Qui veut répondre? Si vous allez répondre, essayez juste d'ouvrir le micro et donner votre réponse. D'accord? OK? D'accord. Donc, il n'y a pas de S'il vous réponse. plaît, Je vais essayer. Oui, Christophe. je dis, si vous pouvez répéter la question, professeur. Donc, la question, c'est quoi? J'ai dit qu'un PC, lorsqu'elle a besoin, ce PC-là, lorsqu'elle a besoin d'envoyer sa requête
vers le serveur DNS. Pour l'envoyer cette requête-là, il doit avoir 4 informations. Il doit avoir son adresse IP, il doit avoir l'adresse IP, l'adresse MAC de la carte réseau, il doit avoir aussi l'adresse IP du serveur DNS, il doit avoir aussi quoi? L'adresse MAC du serveur DNS. À votre avis, quelle est l'information à ce niveau-là que le PC n'a pas encore? C'est-à-dire, il a besoin de la chercher. C'est l'adresse IP de l'autre là. C'est l'adresse IP Du du DNS? site. DNS Non, d'abord, oui, du DNS. du DNS. Donc, l'adresse IP du DNS, déjà, ça a été donné. Il la connaît. Il connaît très bien l'adresse du DNS, c'est ça. Déjà, il a dans sa configuration. Le PC, il a encore déjà son adresse, l'adresse IP du DNS. C'est une information qu'on a déjà configurée au niveau de PC. C'est ça. Il n'a pas besoin de chercher. Réellement, il a besoin d'avoir l'adresse MAC, l'adresse physique de quoi? Du serveur DNS. D'accord? Qui est cette adresse. Si je fais la même chose, au niveau de ce serveur, ipconfig /all. OK? Donc, c'est ça l'adresse physique du serveur DNS. OK? Très bien. Donc, ce PC-là, il a l'adresse IP, son adresse IP, il connaît. Son adresse MAC, il connaît. L'adresse du serveur DNS, il connaît, puisqu'on l'a déjà donné au niveau de la configuration, mais il ne connaît pas l'adresse physique de la carte réseau du serveur. OK? Pour cela, ici, on va essayer d'ajouter un autre protocole. OK, un autre protocole qui est le protocole Address Resolution Protocol. Quel est le rôle de ce protocole-là? On va essayer de comprendre ensemble. D'accord? Donc, si je clique ici, je vais juste redémarrer encore notre switch. D'accord? On va attendre quelques instants pour que ça aille bien. Ça se stabilise. Très bien. OK, donc lorsqu'on clique ici, on cherche celle-là, on cherche l'adresse. Donc, on a dit que on va, donc ma banque, donc www.mabanque.com, mabanque.com. On fait Go, OK, regardez. Donc, reset. Répéter, Go. OK. On va juste, OK, simulation. OK. Donc, on va juste cliquer ici, ma banque. Je dois assurer que déjà le switch. OK, donc juste, je vais. OK. OK. Disons que ici, au niveau de celle-là, je vais juste. Je vais moi. D'accord. Regardez. Donc, je vais juste ouvrir le navigateur et écrivez www.mabanque.com. Et je vais cliquer sur Go. Qu'est-ce qui va se passer? La requête DNS ne peut pas passer directement. Je ne peux pas réellement envoyer une requête à un serveur DNS si je n'ai pas l'adresse physique de ce serveur DNS parce que je demande de me connecter à un serveur dans le même réseau. Pour se communiquer avec un même serveur dans le même réseau, je n'ai besoin d'avoir deux informations sur ce serveur-là, son adresse IP et son adresse physique.
Ce que manque, c'est que l'adresse physique, je n'en ai pas jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour cela que je dois créer une requête ARP, Address Resolution Protocol, qui va me permettre de faire quoi? Regardez, si je clique ici, je vais entrer dans les détails de cette recherche. La requête, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche pour l'adresse IP de notre serveur DNS. On cherche pour cette adresse IP, quelle est l'adresse MAC correspondance? Quelle est l'adresse physique? On essaie de chercher cette information-là. Et on va envoyer ce message-là, regardez, vers tout le monde. Pour dire tout le monde, au niveau de message, on utilise un champ au niveau de message et on le met tout à 1. Ces valeurs-là, ce sont des valeurs en hexadécimal. En hexadécimal, F, c'est 4, 1. C'est-à-dire, toutes ces valeurs-là, comme si tout à 1. D'accord? Qui, soi-disant, envoie cette requête à ARP, c'est notre PC qui est celle-là, qui a l'adresse MAC 060 2FDA 1644. Ce PC-là, il va envoyer un message, OK, vers tout le monde, parce que c'est pas où ça se trouve déjà le serveur. Il va envoyer un message vers tout le monde. OK. Ce message-là, il va être envoyé vers le switch. Et le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, qu'est-ce qu'il va faire. Lorsqu'il reçoit un message de ce type-là, qui va être envoyé vers tout le monde, simplement, il va le diffuser. C'est-à-dire, il va l'envoyer sur tous les ports actifs. Et à ce niveau-là, on va envoyer ce message-là vers qui? Vers tous les PC ici et vers le deux serveurs. D'accord? Et dans ce cas-là, le message qui contient une requête vers le serveur DNS, c'est celui qui va essayer de répondre à la question du PC. Donc, regardons le message qui a été reçu par le serveur DNS. Le message, comme on l'a dit tout à l'heure, il contient une recherche, OK, donc qui provient, donc celle-là, c'est... Juste voir, OK. OK, celle-là. INS, OK. Celle-là, donc, que contient le serveur? Il va répondre au serveur DNS. Il va dire que moi, qui a l'adresse IP.1.200, qui est celle-là, cette adresse IP, j'en ai mon adresse physique, c'est celle-là. C'est celle qu'on a déjà écrite ici. D'accord? Donc, c'est la même adresse. Donc, cette information elle va être envoyée en retour vers notre PC. D'accord? À ce niveau-là, lorsque cet échange se fait entre le PC et le serveur DNS, le switch, il a déjà appris des informations. Parce que si je regarde ici, je fais comme tout à l'heure, show MAC address table, je vais remarquer que le switch, il comprend bien qu'il y en a un PC sur le port F09 qui a l'adresse P1644, c'est celle-là. Il connaît bien maintenant qu'il y en a un serveur, un équipement sur le port 14, qui est celle-là, qui a l'adresse celle-là. Ou bien celle-là, c'est F02, d'accord? C'est celle-là, qui est l'adresse F002. D'accord? C'est F02. D'accord? Bien. C'est ça réellement comment ça se passe. Ici, on a essayé de vous présenter que à ce niveau, un PC, pour qu'il puisse échanger avec un serveur, il a besoin de 4 paramètres, son adresse IP, son adresse MAC, l'adresse IP et l'adresse MAC du serveur, destination, parce qu'il s'agit d'un réseau LAN. D'accord? Très bien. Si vous avez des questions, d'accord, posez-les, sinon on va s'arrêter à ce niveau-là, d'accord, pour cette session.